Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer. Comme d'habitude, le programme consistera en une leçon ou une lecture d'environ 1h15. Vous savez que j'ai un petit peu la mauvaise habitude d'être un tout petit peu long, mais je vais essayer de me restreindre le plus possible cette fois-ci, dans la mesure où nous avons aussi dans la deuxième partie un séminaire par le professeur Marc Lecuy que je vous présenterai tout à l'heure, entre les deux présentations, qui nous parlera de passage de la barrière intestinale par un des micro-organismes sur lesquels il travaille, qui s'appelle Listeria. Alors j'ai essayé de... La semaine dernière, vous avez vu la difficulté de la sémantique. On parle de barrière, et ce terme de barrière que j'ai essayé de prendre comme le thème conducteur des cours de cette année recouvre des concepts et des réalités biologiques très très différentes. La notion de barrière d'espèce, comme vous avez pu le voir, est quelque chose de très complexe dans la mesure où elle met en jeu non pas, comme on va le voir là, la barrière physique de l'épithélium intestinal, si tant est que ce soit déjà quelque chose de simple, ce qui n'est pas du tout le cas, mais quelque chose de très complexe pour la barrière d'espèce qui correspond en particulier pour les virus à une multitude d'étapes successives que le micro-organisme doit passer, une espèce de cahier des charges si ce saut d'une espèce à l'autre veut se faire. Ici, on est dans une réalité un petit peu plus, disons, physique et immunologique qui est lorsqu'un micro-organisme engage une surface épithéliale, qu'il s'agisse de l'épithélium intestinal, respiratoire, cutané, on verra, on déclinera au fil de l'année les différentes situations. Quelles sont finalement les étapes importantes? Comment l'hôte se défend-il? Comment le bactérie ou le microbe agresse-t-il et trompe-t-il ses défenses? Ceci étant dit, pour aujourd'hui, c'est un peu le privilège de ces leçons au Collège de France, c'est qu'on est en quelque sorte incité à essayer d'aller voir un petit peu au-delà des choses quotidiennes. J'ai essayé peut-être de m'aventurer un petit peu, de faire un peu de ski hors piste, ce qui est d'actualité en ce moment, et de vous parler de quelque chose qui est une vision de la barrière intestinale peut-être un petit peu différente de ce que vous attendiez, mais je vous rassure tout de suite, la partie un petit peu plus classique, j'essaierai de vous la traiter lors du prochain cours que je couperai en deux pour garder un petit peu de place pour les pathogènes. Ce que je voulais essayer de voir avec vous, c'est finalement, on parle de barrière, mais est-ce que la barrière est aussi close qu'on veut bien l'imaginer? Et est-ce que les ouvertures éventuelles de cette barrière ont un intérêt physiologique, ont quelque chose de positif pour l'hôte? Et ce dont je voudrais non pas vous convaincre, mais ce sur quoi je voudrais plutôt vous alerter, c'est cette notion un petit peu complexe finalement de notre vie avec le monde microbien et du fait qu'à ces interfaces très stratégiques que j'ai appelées ici les barrières, se passent des choses qui peuvent se traduire bien sûr par des maladies, mais qui peuvent se traduire aussi en présence en particulier des flores qu'on appelle commensales, on en a déjà beaucoup parlé dans les leçons précédentes, en particulier l'année dernière, par un véritable impact positif sur la physiologie de l'organisme hôte, en particulier de l'homme pour ce qui nous concerne. Donc c'est un petit peu autour de ces notions-là que j'aimerais qu'on puisse réfléchir, sans oublier bien entendu au début de définir un petit peu les concepts et les éléments dont on va parler. Donc le passage de la barrière intestinale par les bactéries, on va parler de bactéries cette fois-ci, on a parlé beaucoup de virus la dernière fois, et où les produits bactériens, ce que je voudrais d'emblée, sinon ma tentative serait vouée à l'échec, c'est de considérer que nous ne parlerons pas uniquement du passage physique de bactéries vivantes à travers cette barrière, telle que je l'ai appelée jusqu'à présent, mais vraiment de produits éventuellement bactériens, et vous verrez l'importance que ça peut avoir. Donc on a deux situations principales finalement. La situation de ce qu'on va appeler très régulièrement la translocation bactérienne ou la translocation de produits bactériens, qui peut être physiologique, et j'aimerais faire un morceau relativement important de ma présentation autour de ça, mais qui peut être aussi pathologique, on le reverra. Et puis à côté de ça, on a une série de bactéries dont je vous parlerai une autre fois, mais dont vous entendrez parler par Marc Lecuy pour Listeria, qui sont ce qu'on pourrait appeler des translocateurs professionnels, c'est-à-dire des bactéries dont la fonction pathogénique, celle qui les caractérise, consiste à envahir, rompre cette barrière, la détruire éventuellement par des mécanismes inflammatoires, ce qui a sa logique sans doute dans le processus infectieux qui permet en particulier à ces micro-organismes de passer d'une niche qui probablement ne leur est guère favorable, qui est
l'environnement, la flore intestinale, vers des tissus naïfs qui sont sans doute plus propices à leur croissance et à leur développement. Donc je vous parlerai la prochaine fois de salmonelle, de Shigella, de Yersinia. Vous verrez tout de suite les différences, bien entendu, qu'il peut y avoir. Néanmoins, le concept de passage de cette barrière intestinale, de translocation, il va s'appliquer tout autant à des bactéries qu'on ne considère habituellement pas comme pathogènes. Alors l'année dernière, je vous avais parlé beaucoup, et j'ai repris d'ailleurs une diapo antérieure, de l'homme comme un hybride microbe primate. C'est ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le concept d'hologénome ou de superorganisme, c'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes en tant qu'individus multicellulaires eucaryotes, plus notre flore microbienne, et en particulier, bien entendu, la flore microbienne intestinale qui, quantitativement et par sa diversité, est la plus importante. Donc ce que montre cette diapositive, c'est que nous vivons avec des micro-organismes à l'intérieur de notre tube digestif, avec d'ailleurs un gradient qui part de la cavité buccale, qui n'est pas d'ailleurs sur cette diapositive, avec des chiffres très très importants, de l'ordre de 10 ou 11 milliards de micro-organismes par millilitre de salive. On descend ensuite dans l'estomac, qui est une cavité qui est considérée classiquement comme stérile, mais qui en fait n'est pas stérile. Il y a un certain nombre d'extrémophiles, comme on les appelle, qui vivent dans cette acidité gastrique très importante, en particulier des souches comme Helicobacter, qui est quelque part entre un commensalisme chronique et un pathogène. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le tube digestif, cette flore s'enrichit à la fois en nombre d'espèces et en quantité. Dans le duodénum et dans le jéjunum, on est déjà à 1000, 10 000 bactéries par millilitre. Quand on se rapproche du côlon, en particulier dans l'iléum et dans le sécum, on est déjà à des chiffres relativement considérables de l'ordre de 10 puissance 9 bactéries par millilitre. Et peu à peu aussi, la nature des micro-organismes, comme vous le voyez, se modifie. Et puis le côlon, bien sûr, est le réservoir avec plusieurs centaines de grammes de micro-organismes, environ 1000 espèces qu'on classe, on en avait parlé l'année dernière, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient présents, en firmicutes, c'est-à-dire des grammes positifs anaérobie, en bactéroïdetes, qui sont des grammes négatifs anaérobie, et puis un certain nombre d'autres familles bactériennes qui sont minoritaires sur le plan du nombre, puisque là on parle de l'ordre de 10 puissance 11, c'est-à-dire 100 milliards de micro-organismes par millilitre ou par gramme de sel. Mais malgré leur nombre moins important, les entérobactéries, par exemple, leur fonction dans tout le processus d'interaction est néanmoins essentielle. Donc, vous connaissez les chiffres, la flore résidente de l'intestin représente environ 10 fois le nombre de cellules qui constituent notre propre organisme, ce qui est tout à fait considérable. Et si on raisonne en termes de gènes, ce fameux hologénome, la flore microbienne qui peuple nos surfaces, encore une fois en particulier l'intestin, représente environ 100 fois le nombre de gènes qui nous caractérisent, puisqu'on a nous-mêmes environ 30 000 gènes actifs, et la flore microbienne, telle qu'on peut l'anticiper sur ce qu'on appelle maintenant les analyses métagénomiques, comporte environ 3 millions, voire un petit peu plus de gènes, ce qui vous prouve la richesse, la diversité et naturellement la fonction de cette flore, puisqu'on considère généralement que globalement, cette flore microbienne correspond à un organe supplémentaire qui, métaboliquement parlant, consiste à peu près en ce que le foie, qui est déjà probablement un de nos organes les plus actifs, est capable de faire. Donc, cette flore microbienne, il est bien évident que la coévolution a amené une espèce d'équilibre qui a permis d'un côté de la contenir là, dans ces cavités, en particulier dans la cavité intestinale, et en même temps de l'utiliser, ou en tout cas d'en tirer un certain nombre de bénéfices. Je pense que s'il n'y avait pas ce mutualisme, en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes bénéficions à cette flore et cette flore nous bénéficie, il est fort peu probable que la nature aurait gardé cet équilibre avec ce nombre absolument colossal de micro-organismes. Donc ces microbes, il faut, pour parler simplement, s'en protéger, d'où la notion de barrière. Et la notion de barrière épithéliale intestinale, puisqu'on va parler d'intestin dans cette présentation, est née il y a maintenant à peu près 25 ans de l'analyse finalement de la biologie cellulaire, en particulier
la morphologie initialement, puis de l'intégration de ces cellules en tant qu'épithélium et les mécanismes moléculaires qui assurent la cohésion des cellules entre elles. Il faut quand même réfléchir au fait que cette énorme flore microbienne dont on parle est séparée de nous d'une couche cellulaire qui fait quelque chose comme 30 ou 40 microns d'épaisseur. Et au-delà de cette couche cellulaire, c'est l'organisme interne, stérile, le milieu intérieur. Donc, je pense que vous mesurez d'emblée l'importance qu'a cette barrière et la complexité qui a dû se développer en association avec le système immunitaire pour que cette barrière soit efficace. Alors, je vous laisse juste montrer 4 photos ici, parce que ce sont des gens pour qui j'ai énormément à la fois d'admiration scientifique et surtout d'amitié, qui ne sont pas à eux seuls les personnalités qui résument l'ensemble de la connaissance de l'épithélium intestinal, mais c'est en tout cas ceux qui m'ont appris l'épithélium intestinal. Une est une histopathologiste de Harvard Medical School qui s'appelle Marianne Neutra, qui a d'ailleurs travaillé assez longtemps à Strasbourg, qui est la personne qui a le plus travaillé sur un certain nombre de mécanismes de perméation de cette barrière intestinale, en particulier via des cellules dont on reparlera, qui sont les cellules M, qui sont des translocateurs professionnels, très peu présents bien entendu au niveau de l'épithélium, mais essentiels pour cet échantillonnage, comme on dit maintenant, permanent de micro-organismes, d'antigènes à partir de la lumière intestinale. Un autre est Jean-Pierre Créhenbuhl de Lausanne, qui est un de ceux qui a mis véritablement en interface cette notion de barrière épithéliale et son intégration avec le système immunitaire. C'est un des grands spécialistes de l'immunité des muqueuses, avec beaucoup de contributions sur justement cette compréhension de l'intégration. Et puis les 2 autres, c'est Daniel Louvard, qui est le directeur de la recherche de l'Institut Curie à Paris, qui a fait l'essentiel de ses carrières sur la compréhension de la structure de la cellule épithéliale, en particulier de la mise en place de l'assemblage de ce qu'on appelle la bordure en brosse, qui est le pôle apical des cellules épithéliales, avec tout ce que ça concerne, bien entendu, de mécanismes moléculaires extrêmement complexes. Et le 4e est Jim Madara, qui est un chercheur qui lui aussi a été un des pionniers, en particulier dans la compréhension du trafic des cellules inflammatoires à travers l'épithélium, dans le domaine à la fois de l'infection et éventuellement des maladies inflammatoires de l'intestin. On a parlé pas mal de maladies de Crohn l'année dernière. Les maladies inflammatoires de l'intestin commencent très souvent par une effraction des polynucléaires neutrophiles dans la crypte intestinale. Et Jim Madara, qui est maintenant doyen de l'école de médecine de l'Université de Chicago, est un de ceux qui a véritablement montré ces mécanismes. Donc ça, c'est un peu mon paysage scientifique en matière de barrière épithéliale intestinale et je voulais à cette occasion leur rendre hommage. Donc la cohésion épithéliale, dont on a parlé déjà, est assurée par un élément essentiel. Entre chaque cellule, on a ce qu'on appelle des jonctions cellulaires, et en particulier la partie haute des jonctions cellulaires, on y reviendra rapidement, qu'on appelle les jonctions serrées, les tight junctions en anglais, et qui finalement établit ce qu'on appelle un principe de perméabilité paracellulaire sélective. C'est-à-dire qu'en théorie, mais heureusement que les théories ne sont pas toujours suivies à la lettre, cette cohésion des cellules épithéliales et la formation des jonctions exclut quasi absolument du mouvement passif les grosses particules hydrophiles, y compris les grosses particules hydrophiles vivantes que sont les bactéries, et éventuellement les macromolécules dont on a parlé, dont on reparlera, qui sont issues de ces bactéries, en particulier le lipopolysaccharide, l'endotoxine et le peptidoglycane. Et une restriction, disons, limitée, partielle, à la diffusion des micromolécules. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, bien entendu, c'est que ces micro-organismes sont capables de développer un certain nombre de stratégies et que l'hôte a pu aussi développer un certain nombre de stratégies pour laisser un petit peu de flexibilité dans tout ça et un petit peu de liberté de passage. Je ne parle pas là, bien entendu, de pathogènes. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette barrière finalement presque pathétique entre nous-mêmes et le monde extérieur, même si là, il est représenté par le tube digestif. Vous voyez ici une villosité intestinale, donc c'est l'intestin grêle. Vous avez cette monocouche de cellules épithéliales avec la bordure en brosse qu'on voit très très bien ici, le noyau des cellules. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire que ce sont déjà le tissu conjonctif, les vaisseaux à la fois sanguins et lymphatiques, et un certain nombre de cellules
en particulier immunologiques, immunitaires, qui sont là un peu en garde, en veille des macrophages, des cellules dendritiques, pour l'irruption éventuelle de micro-organismes ou de produits de micro-organismes. Donc on a là une structure extrêmement à la fois figée sur le plan de sa fonction de barrière et en même temps extrêmement dynamique, puisque lorsque l'on part des cellules souches de la crypte intestinale et qu'on remonte vers le sommet de la villosité, on parle d'un délai de 2 jours finalement de différenciation et de formation de cette barrière, donc quelque chose qui est extrêmement, encore une fois, dynamique et dont les ruptures de la dynamique vont bien sûr faire partie de la stratégie d'un certain nombre de pathogènes pour rompre ces barrières. Alors, on peut se demander effectivement, une fois qu'on a dit ça, et la question se pose de la même façon pour l'épithélium colique, qui lui ne donne pas lieu à des villosités, mais qui donne lieu essentiellement à des cryptes extrêmement profondes, qu'on appelle les cryptes de Lieberkühn. Donc la surface de l'épithélium colique elle est plutôt plate, alors que la surface de l'épithélium de l'intestin grêle est hérissée de ces multiples villosités. Donc le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on a les cellules souches au bas de la crypte et la régénération, la prolifération, la différenciation, la montée en surface et éventuellement à certaines étapes, et regardez ici la petite flèche bleue, le fait que certaines de ces cellules vont mourir. Et au moment où ces cellules meurent, elles sont exclues de cet épithélium. On pensait jusqu'à présent que cette exclusion se faisait grâce à des mécanismes finalement d'adhésion et de refoulement de ces cellules. On s'aperçoit de plus en plus qu'au moment tout de même de cette exclusion, il peut se passer une fraction probablement de seconde et quelques microns d'épaisseur qui permettent à des micro-organismes éventuellement proches de venir interagir, en particulier avec la région basolatérale de ces cellules, et en profiter pour entrer. Donc cette dynamique, et en particulier cette mort cellulaire à l'extrémité des villosités, ça n'est pas le seul moyen pour les micro-organismes de faire effraction à travers la barrière, mais il commence à se profiler des résultats qui montrent que les microbes ont réussi à utiliser cet élément naturel du cycle vie-mort des cellules pour pouvoir maîtriser cet effet de barrière. Et puis je vais parler de Marianne Neutra. Sur la surface des structures lymphoïdes qui sont associées à la muqueuse intestinale, ce qu'on appelle dans l'iléon, c'est-à-dire dans l'intestin grêle terminal, les plaques de Peyer, mais dans le côlon, ce qu'on appelle les nodules lymphoïdes solitaires, c'est-à-dire des tout petits ganglions qui sont présents à une fréquence d'environ 4 à 8 par centimètre carré. Et à la surface de cet épithélium qui couvre ces follicules, qu'on appelle l'épithélium folliculaire, il y a quelques cellules qui sont probablement des entérocytes ou des cellules épithéliales intestinales dédifférenciées, qu'on appelle les cellules M, et dont le rôle en fait est physiologiquement d'aller capturer dans la lumière intestinale des antigènes, des particules et éventuellement des bactéries, des virus ou des parasites, mais qui vont là être tirés directement vers le système immunitaire. Autant un passage ici va permettre une irruption dans une zone qui n'est pas immédiatement disponible sur le plan de la réponse immunitaire. Du temps va passer avant que les cellules soient recrutées, que la réponse se mette en place. Là, on est dans un dispositif, si je puis dire, professionnalisé, où l'entrée des micro-organismes est attendue et traitée immédiatement par des cellules qui sont dans cette poche de cellules M qui s'appellent des macrophages résidents, par exemple, ou des cellules dendritiques. Donc, cette barrière épithéliale intestinale, telle qu'elle est montrée là, semble essentiellement, disons, cellulaire, physique. En fait, la barrière intestinale, c'est un complexe d'éléments différents qui sont intégrés pour assurer en fait un effet de barrière. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre ou de réentendre que la flore intestinale elle-même, c'est-à-dire notre flore résidente, ce qu'on appelle le microbiote, assure une partie de cette barrière intestinale. C'est-à-dire que ces micro-organismes, on en a déjà parlé dans des leçons antérieures, sont capables d'assurer finalement la loi du premier occupant, c'est-à-dire d'occuper des récepteurs que ne viendront pas occuper des pathogènes, sont capables de lutter contre des micro-organismes entrants, allogènes, en produisant à la fois des microcines ou des molécules antibiotiques, et en assurant, on y reviendra très rapidement, une maturation du système immunitaire muqueux qui va permettre à l'autre d'être plus en mesure, au moment où il est agressé, de répondre de façon pertinente et disons,
calé, ciblé sur cette agression. Donc un rôle très important de la flore intestinale elle-même dans cet effet de barrière. Deuxième molécule ou deuxième élément très important dans cette barrière, ce sont ce qu'on appelle les mucines. Les mucines, ce sont des glycoprotéines géantes dont certaines sont ancrées dans la membrane de la bordure en brosse des cellules épithéliales, et d'autres sont sécrétées en permanence, c'est-à-dire libérées dans le milieu intestinal avec un certain degré de cohésion en surface. Si on prend, disons, la forme hydratée, puisqu'elles sont sécrétées de façon quasiment déshydratée, et au moment où elles arrivent dans la lumière intestinale, avec la présence de fluide, elles se gonflent considérablement, on peut considérer qu'on produit chaque jour 3 litres de mucus, de mucine dans notre flore intestinale. Alors ces 3 litres, sans vouloir rentrer dans des choses très triviales, on n'en voit pas véritablement la trace, parce que la plupart est en fait dégradée, métabolisée par la flore intestinale elle-même. Beaucoup de micro-organismes de la flore intestinale sont, on les appelle mucivores, c'est-à-dire sont capables d'hydrolyser ces mucines et de les dégrader, sinon on se retrouve dans des situations, par exemple les animaux qu'on appelle germ-free, sans flore intestinale, ont des sécomes qui sont 10 fois plus gros que les sécomes des animaux conventionnels avec une flore intestinale, parce que leur sécome est bourré de mucines qui ne sont pas métabolisées correctement. Donc les mucines jouent un rôle extrêmement important de barrière physique, et on reviendra rapidement sur d'autres aspects qui sont tout à fait pertinents de la barrière intestinale. Des molécules antimicrobiennes, des molécules diffusibles comme l'oxyde nitrique, les radicaux oxygènes, et puis bien entendu, on en a aussi parlé, des protéines cationiques de petits poids moléculaires qu'on appelle des peptides antimicrobiens ou des défensines, des lectines, des lipases, des phospholipases, finalement du lysozyme, un cocktail d'enzymes et de molécules antimicrobiennes qui assurent une espèce de protection à courte distance de façon à éviter au maximum que les bactéries puissent accéder à la surface de l'épithélium. Les immunoglobulines A, sécrétoires en particulier, qui sont finalement quantitativement parlant, l'immunoglobuline la plus produite dans notre organisme, de l'ordre de 70% des immunoglobulines totales, qui sont dotées finalement d'un répertoire relativement limité, mais avec suffisamment finalement de jeu sur l'affinité de ces anticorps pour assurer une couverture relativement large et, si nécessaire, éventuellement le développement de clones spécifiques de micro-organismes qui font irruption dans cet environnement. Donc c'est finalement, après la barrière physique que représente l'épithélium, on y reviendra d'ailleurs, après la barrière chimique que représentent ces molécules dont on a parlé, c'est, disons, le composant immunologique de cette barrière intestinale, avec un dernier élément qui est la bile, en particulier bien entendu dans l'espace ou dans l'environnement où elle est sécrétée, où elle se retrouve en plus grande concentration dans le jéjunum. La bile, qui est finalement un liquide assez méprisé et probablement extrêmement important, dans la mesure où c'est beaucoup plus que quelque chose qui est nécessaire à disperser les lipides et à faciliter leur absorption. Il semble que dans l'homéostasie de cette barrière intestinale, les sels biliaires jouent un rôle fondamental, à la fois antimicrobien, de trophicité sur la muqueuse, de réparation de la muqueuse. Tout ça, ce sont des travaux qui ne sont pas extrêmement appréciés et pourtant probablement extrêmement importants. Et puis, la structure, bien entendu, de l'épithélium, en particulier les jonctions serrées. Donc, je vous ai parlé du mucus et en particulier, je n'ai pas mentionné les cellules qui sont spécialisées. Vous savez que en partant de la cellule souche de la crypte intestinale, en fait, il y a essentiellement 4 lignages qui vont se dériver. Il y a un lignage qu'on appelle les cellules de Paneth, qui sont des cellules dans l'intestin grêle qui restent dans la crypte et qui produisent ce cocktail de molécules antimicrobiennes, en particulier les défensines, le lysozyme et les phospholipases, qui sont d'ailleurs des cellules essentielles parce qu'elles manifestement échangent des signaux avec les cellules souches et permettent l'activation des cellules souches. Donc c'est une espèce de couple essentiel à maintenir. Les cellules épithéliales intestinales standards, bien entendu, en particulier les entérocytes dans l'épithélium intestinal, les cellules entérochromaffines qui vont produire des réactifs
essentiel, en particulier toute la partie, disons, neuro-endocrinienne de la physiologie digestive. Et puis, ces cellules caliciformes ou goblet cells, telles qu'on les appelle en anglais, qui sont en fait des entérocytes différenciés avec une poche interne qui contient des globules de mucine. Et comme vous le voyez là, c'est un peu comme des puits artésiens. Ces mucines sont relâchées dans la lumière et vont former cette couche protectrice, qui est à la fois une couche protectrice physique, mais qui est aussi une couche dans laquelle toutes ces molécules antimicrobiennes, en particulier les peptides antimicrobiens, vont venir se nicher. Elles s'en servent un petit peu comme d'une matrice. Vous voyez ici la surface de l'épithélium. C'est un travail qu'on a fait il y a maintenant 2 ou 3 ans avec un chercheur du laboratoire qui s'appelle Brice Perandio. Vous avez donc cette surface de l'épithélium, vous avez le mucus avec un peu de la flore intestinale, et vous voyez ici avec un marquage pour HBD3, qui est une des bêta-défensines, des molécules peptides antimicrobiens produites par les cellules épithéliales intestinales, finalement s'associe et est gardé par cette matrice de mucus, de manière en fait à former une espèce de barrière contre laquelle vont venir se heurter les micro-organismes qui vont, pour ceux qui sont incapables de maîtriser ces peptides, être tués sur place. Donc on a pour ces mucines un vrai rôle structurant dans la mise en place des mécanismes de résistance. Les peptides antimicrobiens, en fait il y en a 2 catégories. Dans l'intestin grêle, certains sont produits par ce qu'on appelle les cellules de Paneth, et je vous en ai déjà parlé, qui sont en fait ici au fond de la crypte intestinale, encore une fois juste voisines des cellules souches. Ils vont produire ce qu'on appelle des alpha-défensines. Et puis tout le reste de l'épithélium, en fait, depuis la cavité buccale jusqu'à la marge anale, produit par l'intermédiaire des cellules épithéliales intestinales, soit constitutivement, soit de façon inductible, ce qu'on appelle des bêta-défensines. Vous voyez que les molécules sont assez proches, sauf que les bêta ont 3 ponts disulfure qui structurent, ça en fait des petits peptides extrêmement rigides, très résistants aux protéases, et une autre famille qu'on appelle les catélicidines. Donc ces molécules sont un peu en voie d'émergence dans la reconnaissance de leur importance et de leur rôle, à la fois dans la physiologie, dans le maintien de l'homéostasie, encore une fois dans le contrôle de l'accessibilité de cette flore commensale à la surface de l'épithélium, et puis bien entendu dans le contrôle ou la tentative de contrôle de l'éruption d'une bactérie pathogène. Alors, un des derniers éléments dont je voulais vous parler dans la mise en place de cette barrière épithéliale intestinale, qui a souvent tendance à être un petit peu négligée parce qu'on la voit un peu plus sous l'angle chimique ou sous l'angle cellulaire, épithélial, les jonctions et ainsi de suite, ce sont les IgA, et en particulier les IgA sécrétoires. Donc, l'initiation de cette réponse immunitaire de type humoral, bien entendu de type B, se fait via, encore une fois, la capture de ces antigènes par les cellules M au niveau de l'épithélium folliculaire qui recouvre ces nodules lymphoïdes associés à la muqueuse intestinale. Donc on se retrouve là dans un système de mise en place de la réponse immunitaire tout à fait classique, avec des cellules T, avec des cellules B qui sont activées, avec des plasmocytes producteurs d'IgA qui vont avoir cette particularité de se mettre à circuler par les lymphatiques, le système sanguin, et revenir, ce qu'on appelle homer, c'est-à-dire revenir se relocaliser dans la lamina propria, à distance du site où ils ont été initiés, et finalement couvrir cette muqueuse intestinale, et éventuellement d'autres muqueuses, de cellules prêtes finalement, en présence d'un antigène, à être activées, à produire et à amener à la sécrétion de ces IgA qui vont en fait se lier au niveau de la base de la cellule épithéliale à un récepteur qui s'appelle le poly-IgA récepteur, et ce poly-IgA récepteur va les transloquer de l'autre côté dans la lumière, où elles vont jouer essentiellement un rôle en association avec les peptides antimicrobiens et autres éléments chimiques dans ce qu'on appelle l'exclusion microbienne, c'est-à-dire ce phénomène de refoulement des micro-organismes. Alors un certain nombre de ces micro-organismes vont néanmoins, malgré tous ces mécanismes de protection, et on y reviendra, pouvoir transloquer, c'est-à-dire passer à travers cette barrière épithéliale, soit ici folliculaire, soit ici ce qu'on appelle la barrière épithéliale vileuse ou villositaire. Mais lorsqu'ils vont réussir cette traversée, leur destinée naturelle va être de se retrouver dans des ganglions,
Vous savez que tous nos sites tissulaires, finalement, sont affiliés, si l'on peut dire, à des ganglions qui sont en charge de recueillir cette information immunitaire que représentent les micro-organismes qui nous envahissent et de la transformer en une réaction immunitaire spécifique avec la production de cellules et d'anticorps spécifiques, bien entendu. Ces ganglions, et ici dans le cas de l'intestin, ce qu'on appelle les ganglions mésentériques, vont représenter un peu notre dernière chance d'arrêter la progression d'un micro-organisme qui aurait réussi sa translocation. Et on y reviendra à la fin. C'est quelque chose qui finalement est en train d'être un peu redécouvert et revisité. C'est le rôle essentiel, un peu de dernière chance de ces ganglions dans l'arrêt du processus de développement infectieux. Et le fait qu'au-delà de ces ganglions, en particulier mésentériques dans ce cas-là, la route est un petit peu libre pour le micro-organisme s'il arrive à passer cette dernière barrière pour disséminer dans l'organisme, bon, dans le cas de la barrière intestinale, par voie veineuse, par voie lymphatique et donner lieu un peu, éventuellement, à une septicémie. C'est ce qu'on voit par exemple dans la fièvre typhoïde. Donc je vous ai dit rapidement les fonctions de ces IgA sécrétoires. En fait, les fonctions sont beaucoup plus complexes. On a participé d'ailleurs dans mon laboratoire à en identifier une ou deux. Mais bien entendu, la fonction principale, et j'en ai parlé déjà, après la liaison de ce dimère d'IgA au poly-IG récepteur, c'est d'être transloqué, de se retrouver ici dans ce compartiment de tri apical de la cellule épithéliale et d'être ensuite exocytosé et venir prendre sa place, encore une fois, au niveau du mucus dans le dispositif global d'exclusion microbienne de la surface de l'épithélium intestinal. Mais il y a d'autres fonctions qui ont été montrées au fil des années, des fonctions de neutralisation intracellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, quand dans son trajet transcellulaire, l'IgA va passer vers l'extérieur, elle a de fortes chances à un moment ou à un autre de croiser, d'intercepter le trajet d'un pathogène qui aurait été endocyté à l'intérieur de cette cellule. Et cette présence associée va permettre en fait une neutralisation, et en particulier une neutralisation des virus qui auraient fait effraction dans l'épithélium. On a aussi montré il y a quelques années que ces IgA avaient un effet pro-inflammatoire en interceptant en fait dans ce compartiment de tri apical le lipopolysaccharide qui était absorbé, endocyté apicalement par ces cellules épithéliales, et ainsi de suite. Je pense qu'on est au début en fait, de découvrir des fonctions pas nécessairement annexes de ces IgA sécrétoires à côté de la fonction princeps qui est celle de cette exclusion immune, et des fonctions finalement, encore une fois, un peu plus homéostatiques en termes de régulation de l'inflammation, de régulation de la replication de virus inattendus, et ainsi de suite. Et il y a maintenant des évidences très claires que ces IgA sécrétoires ont une fonction homéostatique et pas uniquement une fonction de lutte contre des pathogènes, en particulier invasifs. Il y a des évidences chez les individus. Certaines personnes ont des mutations qui font qu'elles ne produisent pas d'IgA. Leur flore intestinale est plus riche et plus abondante, en particulier dans la région du jéjunum et du duodénum. Et expérimentalement, des souris, en particulier des souris AID qui sont incapables de faire le switch isotypique vers la formation d'IgM et d'IgA, ont une surcroissance de micro-organismes dans leur flore intestinale et font beaucoup plus d'événements de translocation à l'intérieur de l'organisme que des souris naturellement productrices d'IgA. Il y a quelque chose là dans cet établissement de l'homéostasie qui est très important. Je passe rapidement sur les sels biliaires, j'en ai déjà dit quelques mots. À partir du cholestérol, la synthèse dans le foie va donner lieu à en gros deux grandes familles. Les kénodésoxycholates et cholyl, qui sont initialement associés aux coenzymas et qui vont être en fait par une liaison amide associés soit à une glycine qui va donner l'acide glycocholique, soit à la taurine qui va donner l'acide taurocholique, et ce sont les deux composants majeurs de la bile et en particulier bien entendu des fonctions de la bile telles que je les ai mentionnées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de micro-organismes qui sont des éléments de base du microbiote intestinal, en particulier
des lactobacilles, des entérocoques, l'Listeria monocytogenes qu'on peut considérer comme bien souvent un commensal dans la mesure où les portages sont asymptomatiques, mais lorsque les doses ou les inoculats deviennent très importants, Marc vous en parlera, est un véritable pathogène qui est capable de passer la barrière. Tous ces micro-organismes qui ont besoin de passer cette étape probablement très délétère du duodénogéjunome produisent des molécules qui hydrolysent finalement cette liaison amide ici et qui vont finalement désactiver les selles biliaires ou en tout cas libérer des molécules qui vont vaquer, si je puis dire, à d'autres occupations, mais oublier un petit peu les bactéries au passage. Donc la production finalement de molécules hydrolysant les selles biliaires est un peu une espèce de fil rouge qui traverse pas mal de bactéries commensales du tube digestif. Alors je vous ai parlé de cette barrière épithéliale intestinale, juste pour la matérialiser un tout petit peu. Vous avez ici la cellule épithéliale intestinale et donc sa base, son pôle basolatéral, et cette structure très particulière de la surface qu'on appelle les microvillosités, en fait, qui sont des replis structurés autour d'un axe qui sont des filaments d'actine avec un certain nombre de protéines d'association qui en maintiennent la cohérence. Et ceci participe d'ailleurs à la fonction d'absorption et de digestion, en tout cas dans la partie haute de l'intestin, puisque ça démultiplie considérablement la surface de l'épithélium en associant ces replis multiples. Vous savez qu'il y a des chiffres, ce sont toujours des projections qui valent ce qu'elles valent, qui disent que si on met à plat l'ensemble de la muqueuse intestinale, en étirant y compris les microvillosités, donc en mettant tout à plat, on est aux alentours de quelque chose de l'environ 200 mètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent d'un court de tennis et demi. C'est-à-dire qu'en permanence, on met en présence de l'environnement microbien extérieur, y compris éventuellement des pathogènes, une surface de 200 mètres carrés, ce qui vous montre, si c'est besoin, l'importance d'avoir des mécanismes de défense efficaces. Donc on a ici la zone qui est finalement la zone essentielle de cette cohérence de la barrière épithéliale, qui est ce qu'on appelle les jonctions serrées ou les tight junctions, qui sont caractérisées par la présence d'un certain nombre de molécules qu'on appelle ZO pour Zonula occludens, claudine, occludine. Il y a toute une famille de molécules structurées autour d'un réseau d'actines qui permettent d'assurer un peu comme des boutons pression la formation de cette jonction. Et tout micro-organisme qui veut passer, en tout cas par voie paracellulaire, devra d'une manière ou d'une autre faire éclater, même transitoirement, ces jonctions cellulaires, soit directement, soit indirectement. Donc ça vous donne un peu l'idée générale. Et vous voyez ici, en microscopie électronique, j'espère que vous le voyez en tout cas, depuis finalement la base de ces microvillosités, et on descend là dans la cellule, la structure de ces jonctions. On a deux membranes qui correspondent aux deux cellules qui sont adjacentes, et vous voyez dans la partie haute en particulier que ces deux membranes sont vraiment l'une contre l'autre, boulonnées, si l'on peut dire, par ces molécules dont je vous ai parlé qui forment ces jonctions serrées. Alors, après cette finalement entrée en matière de description un petit peu de la nature de cette barrière, la question encore une fois se repose: est-ce que cette notion de translocation bactérienne et éventuellement de produits bactériens est une notion pertinente, qui a du sens, ou est-ce que finalement cette barrière est tellement blindée, si l'on peut dire, que tout événement de passage de micro-organismes ou de produits bactériens est voué à l'échec? Bon, il semble de plus en plus, sinon ça n'aurait pas fait l'objet d'un cours, que effectivement les bactéries sont capables de se faufiler sous une forme ou sous une autre, de manière extrêmement limitée, bien entendu, quand on parle d'homéostasie, à travers cette barrière. Le concept de perméabilité intestinale aux micro-organismes, encore une fois, on ne parle pas là de pathogènes professionnels qui sont capables d'engager et de rompre cette barrière, mais de micro-organismes qui sont des constituants permanents de la flore. Ce concept en fait de perméabilité, d'ouverture possible de la barrière, il a été développé initialement et démontré très tôt dans les années 50, plutôt par des chirurgiens, par des réanimateurs, par des gens qui faisaient finalement face
à des drames infectieux chez des personnes choquées, avec des hémorragies sévères ou avec des brûlures étendues. Et ils ont constaté assez rapidement que les personnes qui étaient dans des états de choc sévères avaient beaucoup plus facilement, si l'on peut dire, que des individus en bonne santé, des événements de translocation microbien qui pouvaient donner bien entendu lieu ensuite à une septicémie et à décès du patient par choc septique. Et très vite, ces observations initiales en clinique ont été modélisées chez l'animal, en particulier chez le chien. C'est une expérience qui serait beaucoup plus difficile à faire maintenant, bien entendu, où il a pu être montré que lorsqu'on induisait expérimentalement chez des animaux un choc hémorragique, par exemple, on retrouvait dans les ganglions mésentériques et éventuellement dans le sang circulant périphérique sous forme de bactériémie ou de septicémie, non seulement des bactéries, mais en plus des bactéries qui étaient représentatives des bactéries qu'on cultivait majoritairement de la flore intestinale de l'animal. Donc manifestement, quelque chose s'était passé dans la rupture, dans la perméation de la barrière à l'occasion de ce choc, et c'est ça qui a amené finalement initialement à l'idée que notre barrière épithéliale intestinale n'était pas si probablement imperméable qu'on pouvait bien le croire. Mais la question que je voulais poser ici, c'est finalement, est-ce que cette translocation bactérienne ou cette translocation de produits bactériens à travers l'épithélium intestinal, est-ce qu'elle n'est pas aussi quelque part physiologique ? Et c'est là que j'aurais voulu vous amener un certain nombre de notions récentes. Toutes ne sont pas complètement démontrées, toutes ne sont pas totalement expliquées. C'est un petit peu la fonction du collège d'aller, si je puis dire, aux frontières des thématiques et de se poser quelques questions. Alors, la première question qu'on peut se poser, bien entendu, étant acquis, entre guillemets, que des bactéries ou des produits bactériens sont capables de passer cette barrière, pour l'instant essentiellement dans des conditions pathologiques, quel type de micro-organismes sont capables de le faire? Et là, on s'aperçoit très rapidement, c'est indispensable de lire tout ça, mais comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, j'essaye de mettre des diapositives qui soient assez informatives pour ceux qui consultent, en particulier sur le site web du collège. Les bactéries qui sont vraiment prédominantes dans ces événements de translocation, ce sont ces bactéries finalement paradoxalement minoritaires en termes de population, c'est-à-dire les Escherichia coli, les Klebsiella, d'autres entérobactéries, les entérocoques et un certain nombre de streptocoques qui sont, comme vous le savez, des bactéries toutes anaérobies. Par contre, malgré leur prédominance énorme, les bactéries anaérobies, on a parlé des firmicutes tout à l'heure et des Bacteroidetes, on a 100, 1000, 10 000 fois plus nombreuses en fait que ces micro-organismes-là, ont très peu tendance à transloquer, probablement parce que l'environnement très riche en oxygène des tissus va amener à leur destruction très très rapide. Par contre, ces bactéries anaérobies jouent un rôle fondamental dans cet effet de barrière microbienne dont je parlais initialement, qui va éventuellement moduler et modérer la possibilité d'accès de bactéries halogènes à la surface de l'épithélium. Donc chez la souris, il existe une corrélation directe entre l'importance numérique des espèces présentes dans la lumière intestinale et le nombre de bactéries vivantes appartenant à ces espèces qu'on va retrouver par exemple dans les ganglions mésentériques, qui sont un petit peu le témoin qu'un événement de translocation a eu lieu, puisqu'on va les retrouver à distance à l'intérieur de l'organisme dans ces ganglions. Donc cet événement de translocation existe et ne concerne finalement probablement pas toutes les espèces bactériennes présentes dans la flore, mais une certaine partie, et une partie pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, quand j'ai essayé de commencer à définir un petit peu ce spectre qui va du commensal vrai, du symbionte vrai au pathogène, on avait parlé de ces fameux pathobiontes, c'est-à-dire de micro-organismes qui sont un petit peu entre les deux, qui sont à la fois des commensaux présents, en nombre limité certes, mais présents en permanence dans notre intestin, mais qui ont déjà un certain nombre d'éléments de pathogénicité, des endotoxines extrêmement puissantes, un certain nombre de toxines pour les entérocoques, par exemple, des hémolysines. Donc des microbes qui sont quelque part entre les deux, qui jouent un rôle à la fois positif parce qu'ils mettent la pression sur le système immunitaire, en particulier muqueux, mais qu'il faut bien entendu contrôler, et c'est pour ça probablement que leur nombre reste limité. Mais lorsqu'il y a un événement de translocation, c'est eux les plus forts et c'est eux qui vont passer en premier. Alors, où
se situent les événements de translocation microbienne. C'est où les bactéries sont-elles capables de passer cette barrière épithéliale intestinale. Alors c'est un petit peu contre-intuitif, mais possiblement il existe quelques, disons, biais dans les expériences. On considérait généralement que c'était plutôt au niveau du cécum ou du côlon, pour une raison très simple, c'est que c'est là que la flore microbienne est la plus dense, la plus diverse, donc par définition, ce serait, ou ça devrait être là, que les événements de translocation se font, en particulier du fait de la présence de ces entérobactéries et de ces entérocoques dont on a parlé. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épithélium colique est très bien défendu, probablement à la limite mieux défendu que l'épithélium de l'intestin grêle. La couche de mucus, par exemple, atteint quasiment 1 mm, ce qui est absolument énorme en termes d'épaisseur par rapport à l'épaisseur de l'épithélium lui-même. Ceci dit, quand on introduit dans l'intestin des quantités qui sont peut-être un petit peu extra-physiologiques, c'est là qu'est peut-être le biais expérimental, on s'aperçoit en fait que cette translocation elle survient essentiellement au niveau de l'intestin grêle. Et ça, il y a plusieurs études, j'en ai mis une qui en résume un certain nombre, mais il y en a beaucoup d'autres. Il semble que l'intestin grêle, pour une raison qui reste encore relativement inconnue, est plus apte à assurer cette translocation microbienne et possiblement cette translocation des produits microbiens. Et je n'ai malheureusement pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. Donc, ces bases un peu initiales, presque historiques, les choses se sont construites peu à peu et on s'est aperçu qu'en fait, au-delà de ces situations de drames médicaux, d'immunosuppression massive, de pancréatite aiguë avec choc, de cirrhose, les personnes cirrhotiques ont très facilement des événements de translocation microbienne et font des péritonites, des pleurésies, des septicémies éventuellement avec des micro-organismes qui sont issus de la flore intestinale. Des patients éventuellement ayant un choc hémorragique ou en tout cas une hypotension grave, des polytraumas, des brûlures sévères. En dehors de ces situations sur lesquelles je reviendrai rapidement à la fin et pour vous donner quelques éléments d'explication, il s'avère de plus en plus qu'il y a effectivement la possibilité que les bactéries puissent en ce moment transloquer à travers notre barrière intestinale, qu'elles soient physiquement présentes, vivantes, ou qu'il s'agisse de certains de leurs produits essentiels, en particulier du lipopolysaccharide et du peptidoglycane. Et lorsque l'on fait des études sur des séries, on s'aperçoit qu'on peut détecter des événements de translocation de l'ordre de 5 à 10% des individus, alors que ça peut monter jusqu'à 50%, voire plus, par rapport aux chiffres que je vous donne là, chez des individus dans des drames médicaux, en particulier de choc. Alors le problème qui se pose, en fait, c'est celui des outils que l'on peut utiliser pour détecter ces événements de translocation, et les outils sont loin d'être optimaux. On a heureusement, en particulier dans les conditions physiologiques, très peu l'occasion d'avoir des bactéries vivantes qui circulent dans le sang périphérique. La plupart du temps, elles vont s'arrêter, comme je vous l'ai dit, dans les ganglions mésentériques ou éventuellement d'autres ganglions, mais là, c'est vraiment au passage de la flore intestinale que se situent les événements les plus fréquents. Et on en est bien souvent à doser des choses qui restent relativement rudimentaires, c'est-à-dire par exemple d'utiliser ce test de l'humulus, qui est un test de gélification de finalement tissu conjonctif d'un crabe de Nouvelle-Angleterre qui s'appelle le horseshoe crab, qui va permettre finalement de mettre en place, c'est un peu comme un test de cascade de coagulation ou de test d'activation du complément, sauf qu'à l'arrivée, on mesure la gélification de ce produit en présence de l'endotoxine. Et c'est finalement souvent par l'intermédiaire de ce marqueur, de ce biomarqueur, qu'on va apprécier éventuellement le passage de micro-organismes qui est quand même relativement rudimentaire et insuffisant. Alors on développe des méthodes de plus en plus, en particulier de PCR multiplex sur la base du génome d'un certain nombre de micro-organismes bactériologiquement, statistiquement présents dans ce type d'événement. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de travail à faire pour standardiser et se mettre d'accord. Donc, on est dans une problématique finalement à la fois de détection de l'événement et dans une problématique de nature finalement de cette translocation. Est-ce que ce sont des bactéries seules qui passent ou est-ce que ce sont des bactéries véhiculées par des cellules, en particulier du système immunitaire? Il y a tout un tas de questions qui restent encore, en règle générale, en suspens, en particulier par manque finalement d'informations et d'analyse scientifique, parce qu'on s'est beaucoup
plus focalisé sur les mécanismes d'invasion par les bactéries pathogènes. Alors, est-ce qu'on peut essayer de dresser un petit peu une carte des situations dans lesquelles des bactéries vont traverser la barrière épithéliale intestinale? En gros, il y a 4 situations ou 4 conditions qui permettent ce passage. Le premier, c'est celui classique qui est d'ailleurs utilisé par les bactéries pathogènes, mais ça peut arriver pour un certain nombre de bactéries de la flore, des symbiontes, c'est l'endocytose, c'est-à-dire qu'elles vont véritablement être transloquées à travers, depuis l'apex jusqu'à la base, la cellule épithéliale et être délivrées finalement au niveau latérobasal. Dans d'autres circonstances, les bactéries vont éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre avantage d'événements de mort cellulaire ou de cytotoxicité, donc de rupture même transitoire de la jonction cellulaire pour passer par voie paracellulaire cette fois-ci, de l'autre côté de la barrière épithéliale. Il semble, et je pense que Marc éventuellement vous en parlera, que les cellules caliciformes soient des zones un petit peu fragiles où les jonctions cellulaires ne sont pas trop bien établies et où des événements de translocation pourraient aussi se faire. Et puis plus récemment, même si ça reste encore relativement discuté, il a été montré, je vous montrerai un film très très rapidement, que des cellules dendritiques étaient capables d'émettre des pseudopodes qui se glissaient tout en maintenant une structure de jonction cellulaire à travers les cellules épithéliales, capturaient des bactéries dans la lumière et rétracteraient ce pseudopode pour amener les bactéries à l'intérieur de l'organisme. Donc une espèce de système de veille qui, d'après ce qu'on commence à voir actuellement, a probablement été un tout petit peu surinterprété dans sa réalité. Les méthodes maintenant d'analyse par microscopie à 2 photons en temps réel montrent moins de ces événements alors qu'on les avait démontrés essentiellement sur des explants tissulaires. Donc il y a un petit doute, mais il reste néanmoins la possibilité que ce soit un des mécanismes quand même de ce passage. Alors, juste pour montrer, mais je pense que Marc en reparlera au sujet de l'hystéria, il y a eu un joli travail en 2006 du groupe de Manuel Amieva aux États-Unis qui a montré en fait cette notion que les bactéries avaient tendance à prendre avantage de zones de fragilité de l'épithélium, et en particulier de zones où des cellules mouraient et étaient exclues de la couche épithéliale, car cette zone, pendant un certain temps, ne me demandez pas combien de temps, probablement très peu, expose des molécules qui sont susceptibles d'être des récepteurs, alors qu'en temps normal, elles sont finalement exclues de la reconnaissance par les bactéries, étant du côté latérobasal et non du côté apical. Et on voyait dans ce papier, qui était un papier uniquement in vitro, l'évidence qu'effectivement l'essentiel des phénomènes d'entrée de l'hystéria dans cette monocouche épithéliale se faisait au niveau de ces zones d'exclusion cellulaire. Alors ça, c'est juste un petit film très rapide que m'a passé, si je puis dire, ma collègue et amie Maria Ressigno, qui en fait est une observation en microscopie à 2 photons et en fluorescence qui montre ici, avec le DAPI, les noyaux des cellules épithéliales, et cette cellule dendritique, finalement, qui émet un pseudopode vers la lumière intestinale. En rouge, ce sont des bactéries pathogènes, ce sont des salmonelles. Et vous voyez qu'en coupant dans cette zone, on voit apparaître des corpuscules rouges, j'espère que vous les voyez ici, qui correspondent aux bactéries qui ont été capturées par la cellule dendritique et qui sont ramenées à l'intérieur de la lamina propria, à l'intérieur de l'organisme, en fait. Alors, ça, c'est dans une vision finalement un peu mécanistique des processus. Si on commence à intégrer des notions un petit peu plus précises, et en particulier d'immunologie, un des éléments importants, et ce travail ici le démontre, c'est que la réaction inflammatoire, qui peut être partie de cette interface microbe-cellule ou secondaire à ces événements pathologiques, par exemple de choc et d'anoxie, va amener à une déstabilisation et une perméabilisation de la barrière épithéliale intestinale. En particulier, le tumor necrosis factor, le TNF, rompt la fonction de certaines molécules, et en particulier des occludines qui forment les jonctions serrées, en altérant la phosphorylation d'une myosine qui assure leur fonction, et vont finalement ouvrir, éventuellement transitoirement,
mais ouvrir la barrière épithéliale intestinale. Donc la réaction inflammatoire elle-même a un rôle de rupture, et un certain nombre de micro-organismes, en particulier pathogènes, vont utiliser cette rupture de la barrière épithéliale pour rentrer, c'est en particulier le cas de Shigella. Alors, je vous ai parlé de facteurs, de produits microbiens, à défaut des microbes eux-mêmes. En fait, je vous parlais de deux facteurs microbiens essentiels qui sont ceux qui sont étudiés en matière de translocation. C'est le lipopolysaccharide, qui est l'élément de structure de la membrane ou de la feuillet externe de la membrane externe des bactéries à gram négatif, et le peptidoglycane, qui est ce qu'on appelle le mur bactérien, qui est présent en très grande quantité à la surface des bactéries à gram positif et en plus petite quantité entre les deux membranes internes et externes dans les cellules, dans les bactéries à gram négatif. Alors vous savez, on en a parlé beaucoup dans les leçons précédentes, l'année dernière, l'année précédente aussi, que ces motifs microbiens spécifiques du monde prokaryote sont reconnus par des récepteurs particuliers, en particulier ce qu'on appelle les toll-like récepteurs en surface et le toll-like récepteur 4 qui reconnaît le lipopolysaccharide, l'endotoxine, et les molécules NOD à l'intérieur du cytoplasme cellulaire qui reconnaissent des fragments du peptidoglycane qu'on appelle les muropeptides. Alors l'endotoxine, c'est une molécule qui en fait est formée de deux sucres sur lesquels sont branchées des chaînes longues d'acides gras acylés de 14 ou 12 carbones, avec en particulier pour les entérobactéries cette liaison très particulière qu'on appelle la liaison acyl-oxyacyle, qui en association avec des phosphorylations sur ces deux sucres assure l'endotoxicité, c'est-à-dire la fonction endotoxique de cet élément, donc qui est l'élément essentiel qui compose le feuillet externe de la membrane externe des bactéries à gram négatif et sur lequel viennent se brancher les sucres, ce qu'on appelle les chaînes latérales, qui vont assurer cette couverture polysaccharidique à la surface de ces bactéries. Pour ce qui concerne les bactéries à gram négatif et à gram positif, leur mur bactérien subit une espèce de turnover, de modulation permanente, de dégradation et de resynthèse qui amène à la libération d'éléments qui sont en fait des éléments qui assurent la structure de ce peptidoglycane. Ce sont en fait des chaînes de N-acétylglucosamine et d'N-acétylmuramique qui sont liées entre elles par des petits ponts peptidiques. Et en fait, lorsqu'ils sont fragmentés, on va voir se former ce disaccharide avec une partie de ce pont peptidique, et en particulier une molécule qui s'appelle le muramyl dipeptide, murnac-glucnac ALAD-glu, qu'on voit ici, et qui va être senti par ces molécules intracellulaires qu'on appelle les molécules NOD, en particulier NOD2. Et lorsqu'il s'agit des grammes négatifs, on va avoir la libération d'un muramyl tri- ou tétrapeptide, avec en particulier en position 3 ce mésodiaminopimélique qui est caractéristique, disons grossièrement, du monde des grammes négatifs et éventuellement de la grande famille des bacillus. Donc on a là des molécules qui sont à la fois des témoins de la présence bactérienne et des effecteurs de la présence de ces bactéries dans l'organisme. Alors, pour être un peu dans cet état d'esprit de finalement que représente la possibilité de ce passage physiologique de la barrière épithéliale intestinale, je voulais représenter de deux façons. Une façon qui serait, disons, relativement simpliste et physiologique classique. On est ici du côté de la lumière, on a les bactéries, et puis je vous ai mis sous forme de petites étoiles ce qu'on appelle les PAMP, c'est-à-dire le lipopolysaccharide ou les fragments de peptidoglycane, le muropeptide. Et un certain nombre de ces bactéries vont passer éventuellement cette barrière, se retrouver dans la lumière, pas dans la lumière, dans la lamina propria, dans l'organisme, à l'intérieur de l'organisme, comme on l'a dit, ainsi qu'un certain nombre de ces fragments, et éventuellement avoir un certain nombre d'effets dans l'organisme. Mais ce qu'on peut essayer si on peut se mouiller un petit peu, si je puis dire, on peut essayer de présenter les choses un petit peu différemment. Ça revient à ce que je vous ai dit au départ. On peut imaginer que la coévolution entre nous-mêmes et cette flore microbienne massive, encore une fois en quantité et en diversité, nous met dans la capacité de considérer que cet épithélium, finalement, c'est presque un épithélium qui enveloppe un organe. J'ai parlé de l'organe supplémentaire tout à l'heure, qui est un organe formé de bactéries qui sécrètent ces composants bactériens
Et cet organe, finalement, à travers cet épithélium, va sécréter, libérer un certain nombre de composants bactériens, encore une fois, les muropeptides dont on a parlé, et le lipopolysaccharide et sans doute d'autres, ainsi qu'un certain nombre de cytokines, de chimiokines, de médiateurs, de modulateurs, qui sont en fait produits par l'épithélium en réponse à la présence de ce micro-organisme et qui font en fait partie de cet équilibre qui s'est établi. Et donc l'idée est de se demander finalement si, pris sous cet angle-là, on peut arriver à observer et éventuellement à terme à conclure qu'on est là dans une véritable fonction d'organe, dans une véritable fonction quasiment de sécrétion endocrine, et que ces produits sécrétés grâce ou par les bactéries vont avoir un rôle littéralement d'hormone et participer finalement à un certain phénomène ou à certains phénomènes de régulation totalement physiologiques. Alors ces mécanismes de régulation, ils peuvent s'effectuer au niveau du foie, ils peuvent s'effectuer au niveau du tissu adipeux, au niveau des vaisseaux, au niveau du système nerveux central. Et je finirai ma présentation en vous donnant quelques exemples de ces possibilités qui s'ouvrent à l'heure actuelle. Alors, bon, je vous ai parlé beaucoup de lipopolysaccharides. Il semblerait que ce soit peut-être parfois un peu l'arbre qui cache la forêt et que d'autres produits bactériens soient présents en permanence, circulant, un peu comme des hormones, encore une fois, dans notre sérum. Et je vous ai présenté ce papier ici que je vous détaille en 2 secondes, qui a été publié dans Cell Host and Microbe en 2008. En fait, on savait depuis très très longtemps que le levure Candida albicans pouvait prendre ce qu'on appelle une forme invasive, c'est-à-dire se différencier, former des hyphes qui sont des structures qui permettent au Candida albicans, par exemple, d'aller envahir le tissu pulmonaire. On savait qu'on pouvait déclencher ce phénomène de différenciation de Candida albicans en ajoutant du sérum humain. Bon, il pouvait s'agir de tout et de n'importe quoi dans le sérum humain. Ce que ces chercheurs japonais ont fait, c'est par chromatographie et par ensuite spectrométrie de masse, d'identifier finalement, d'abord d'isoler, puis d'identifier les composants du sérum humain qui étaient susceptibles d'assurer cet événement de transition et de différenciation de Candida albicans. Et la grande surprise a été que ce composant du sérum humain, c'était en fait des muropeptides, c'était du peptidoglycane, c'est-à-dire des composants du mur bactérien. C'est-à-dire que nous avons, circulant dans notre sang, en plus d'un peu d'endotoxine probablement, du peptidoglycane qui a sur ces cellules exactement le même effet qu'a du peptidoglycane ici, extrait par exemple d'Escherichia coli ou je pense que c'était des streptocoques. Donc, ce type d'expérience montre que nous avons en permanence, comme nous avons des hormones thyroïdiennes, comme nous avons de l'insuline, des éléments microbiens qui circulent et qui sont issus de cet organe finalement que constitue la flore intestinale. Alors, à quel niveau, dans quelles conditions est-ce que ces produits microbiens peuvent véritablement jouer un rôle physiologique? Et encore une fois, pour l'instant physiologique, en sachant que les dérapages sont souvent très, très proches et on va en reparler très, très rapidement. Alors, je voulais juste, et ce sera là-dessus que essentiellement je terminerai la présentation, vous parler de 3 situations. La première dont on a déjà parlé, qui est la maturation, éventuellement le maintien du niveau de veille du système immunitaire à la fois muqueux et systémique. La deuxième, c'est l'équilibre du métabolisme des sucres et des lipides. Et le troisième, c'est, alors là c'est sans doute celui qui est le plus apte à amener un certain nombre de questions et à demander finalement des confirmations et des analyses moléculaires plus poussées, le développement du système nerveux et le contrôle de l'activité et du comportement. Mais je vous montrerai un papier non encore publié d'un de mes collègues au Karolinska Institute à Stockholm qui tendrait à montrer qu'on est là dans quelque chose de tout à fait passionnant. Alors très rapidement, la flore microbienne intestinale est indispensable à la maturation du système immunitaire intestinal et elle l'est à 2 niveaux. À la fois au niveau d'ailleurs de la maturation vasculaire, vous voyez ici le réseau vasculaire en vert, je crois que c'est un anticorps FITC et anti-Villebrandt, qui montre à quel point il peut être atrophique dans une villosité intestinale d'une souris dépourvue de flore intestinale, axénique, germ-free, et à quel point il peut être développé dans une souris qui a une flore intestinale normale. Alors quelle est
le rôle de la translocation d'éléments microbiens, puisque les éléments microbiens sont assez peu reconnus à la surface de l'épithélium intestinal. Il est fort probable qu'il faut que certains de ces éléments soient transloqués pour amener à ce type d'événement de différenciation. Donc on est là déjà dans un élément de physiologie appliqué au développement, et non seulement au développement vasculaire, mais aussi au développement de systèmes immunitaires muqueux, puisque ce que montre cette diapositive en haut, c'est que chez des souris sans flore intestinale, les cellules CD4, les cellules CD8, les plasmocytes producteurs d'IgA sont quasiment absents des villosités intestinales, et seulement en présence de souris conventionnelles, c'est-à-dire ayant une flore intestinale, on va voir se développer et se peupler la zone de la muqueuse intestinale par ces cellules immunitaires. Donc un vrai rôle local, mais un très joli papier de Cell du groupe de Dennis Casper à Harvard, et le premier auteur était Sarkis Masmanian, qui maintenant a son labo à San Francisco, qui est un type très très original, qui a montré que, en fait, non seulement ces micro-organismes étaient capables de moduler le système immunitaire muqueux intestinal, mais qu'ils étaient aussi capables, fort probablement, de jouer un rôle dans la maturation du système immunitaire périphérique. Et une des jolies expériences qui a été faite a été de travailler avec un des anaérobies qui peuplent l'intestin, qui est Bacteroides fragilis, qui est connu pour exprimer une capsule polyosidique qu'on appelle zwitterionique parce qu'elle est bipolaire, elle est amphipathique, elle est chargée positivement et négativement, ce qui a un impact sur les cellules du système immunitaire. Et clairement, les bactéries en fait capsulées dans ce papier, peuplant l'intestin, donnait lieu à une maturation du système immunitaire périphérique avec plus de cellules CD4, par exemple, plus de cellules CD8, et dans la rate de ces souris, des follicules lymphoïdes qui étaient beaucoup plus volumineux en fait, et matures que celles de rates d'animaux peuplées avec la même souche de Bacteroides fragilis, mais mutante, c'est-à-dire n'exprimant pas ce polysaccharide capsulaire. Donc ce papier apportait à la fois deux concepts intéressants. Le premier, c'était le processus de maturation possible grâce à un composant microbien à la fois local et systémique. Et deuxièmement, la capacité de montrer qu'une seule molécule, d'une seule espèce bactérienne, pouvait aboutir à ces processus de maturation, ce qui, pour moi, même si les différences observées sont jugées par les immunologistes professionnels un petit peu limitées, a été quand même un papier conceptuellement tout à fait clé. Alors, le deuxième aspect est l'idée que les microbes affectent le système immunitaire. Bon, on peut admettre que ça va bien et qu'on s'y attendait un petit peu, même si les choses vont encore mieux quand on le démontre clairement. Mais ce qui a été un petit peu la révolution, qui a d'ailleurs été engagée en partie par le groupe de Jeff Gordon aux États-Unis, pas plus qu'un petit peu d'ailleurs, où Marc Lecuy a fait son stage postdoctoral d'ailleurs, c'est la notion d'une interface avec le monde microbien qui va au-delà de ces aspects immunitaires et qui rentre, encore une fois, dans la physiologie et dans le métabolisme. Et j'ai choisi, parce que j'aime bien faire la promotion de mes amis et collègues, et puis parce que c'est mérité de toute façon, de vous montrer en deux mots, et vous aviez entendu un séminaire l'année dernière, pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là, du travail de Rémi Burcelin, qui est un endocrinologue et diabétologue et qui s'est mis, d'ailleurs on collabore avec beaucoup de plaisir, sur cette interface et le rôle des microbes. Et je vous commande quelques diapositives ou quelques figures de quelques papiers qu'il a publiés récemment, simplement pour montrer où peut se situer cette interface. Ce qui est montré ici par cette courbe en noir, c'est le dosage de l'endotoxine dans le sérum de souris, qui sont nourris normalement avec une flore intestinale classique, conventionnelle. Et la courbe plate ici, à plus haut niveau, ce sont des souris qui, elles aussi, ont une flore conventionnelle, mais qui sont nourries avec une diète très riche en lipides. Donc ce que montre en fait ce travail d'emblée, c'est que cette diète très riche en lipides facilite la translocation de l'endotoxine bactérienne, donc facilite le passage soit de bactéries vivantes, soit de bactéries mortes, soit de produits bactériens. Donc il y a une rupture de la barrière épithéliale intestinale liée à cette alimentation trop riche en lipides, qui se traduit d'ailleurs dans des modifications de composition de la flore, puisque certaines bactéries, en particulier certaines bifidobactéries,
disparaissent lorsque l'alimentation ou la diète est trop riche en lipides. Alors ce qu'ils ont fait en plus, puisqu'ils sont diabétologues, c'est de regarder finalement, cette fois-ci en perfusant de l'endotoxine chez des souris, ce que ça donnait sur, bien sûr, les titres de lipopolysaccharides. Alors, quand on perfuse de l'endotoxine chez une souris, on fait monter son niveau d'endotoxine, ça, ce n'est pas une surprise. Mais lorsque l'on donne simplement à cette souris une diète riche en lipides, comme on voit ici, on arrive à des niveaux quasiment équivalents à, sinon plus, de ce qui a été transfusé ou perfusé à l'animal expérimentalement. Si on fait un test de tolérance au glucose, les animaux, et ça c'est pas une surprise pour les diabétologues, qui sont soumis à une diète riche en lipides, ont une mauvaise tolérance au glucose et ont des niveaux d'insuline beaucoup plus élevés, puisque l'insulinémie court après la glycémie, qui court elle-même après ce retard de prise en charge de ces sucres. Donc là, il y avait des observations, mais qui étaient un petit peu des corrélations, qui ne disaient pas c'est l'endotoxine qui est responsable de ces phénomènes d'intolérance au glucose et d'hyperinsulinémie, et peu à peu, si on continue ce processus, bien entendu, d'obésité des animaux. Alors ce qu'ils ont fait dans une autre série, dans un autre papier, c'est de traiter ces animaux après avoir subi les mêmes conditions expérimentales par des antibiotiques, et de montrer effectivement que l'ensemble des processus qu'ils avaient mis en évidence avec une flore naturelle, normale, conventionnelle, étaient altérés et que l'on revenait ou qu'on avait tendance à revenir à la normale lorsqu'on traitait ces animaux par les antibiotiques. Et pour faire une longue histoire courte, comme disent nos amis anglo-saxons, ce qu'ils ont pu montrer, pour résumer la situation, c'est que cette alimentation riche en graisse facilite la translocation de micro-organismes, de bactéries et éventuellement de produits bactériens, et que cette translocation de micro-organismes, de produits bactériens, va amener essentiellement une réorganisation, un remaniement de la fonction des macrophages en particulier, qui sont associés à la graisse mésentérique au niveau de l'intestin, et qu'en réalité, l'ensemble de ce processus va amener à une réaction inflammatoire qui elle-même, par des mécanismes un petit peu compliqués dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer, va apporter cette résistance à l'insuline. Donc il y a une vraie boucle qui commence à être assurée maintenant, qui montre que des bactéries en présence d'une diète riche en lipides sont capables de transloquer ou de transloquer certains de leurs produits, que ces produits transloqués qui sont éventuellement portés par des apolipoprotéines vont activer les macrophages présents dans la graisse mésentérique, et c'est dans cette zone-là, essentiellement, semble-t-il, que vont s'enclencher ces phénomènes, ce qui fait finalement, de l'obésité et du diabète. Bon, tout commence avec le régime riche en graisse, hein. Je ne suis pas en train d'essayer d'excuser quoi que ce soit, mais amène à une nouvelle vision de cet aspect du métabolisme qui est celui d'une participation d'éléments de la flore microbienne à ce phénomène qui est lié essentiellement finalement, ou qui lie finalement résistance à l'insuline, diabète, obésité et inflammation, en particulier via l'activation de ces macrophages du mésentère. Donc il y a là un aspect nouveau, si vous voulez, et qui ouvre bien sûr des perspectives de prise en compte des maladies métaboliques. Puis le dernier point sur lequel je voulais insister, qui est sans doute peut-être le plus excitant à l'heure actuelle, c'est dans cette idée de passage régulier de produits microbiens dans la circulation, et finalement, presque tout à l'heure, enfin, j'ai plus que presque dit qu'on pouvait presque les considérer comme des hormones, est-ce qu'on a véritablement la possibilité d'un impact de ces produits microbiens transloqués sur le système nerveux, dans certaines limites qui sont bien sûr à définir. Alors, on sait depuis des années, les gens qui ont travaillé sur muramyldipeptides savent que le MDP, donc ce fragment du mur bactérien, est une hormone du sommeil en fait. C'est une hormone c'est une molécule qui induit une réaction inflammatoire. On sait maintenant par les molécules NOD et par l'activation en particulier de systèmes qu'on
s'appellent très généralement inflammasomes, qui sont marqués par la libération d'interleukine 1 bêta. Mais à côté de ces fonctions inflammatoires classiques, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, on avait oublié un peu des vieux papiers, enfin vieux, tout est relatif, hein, du siècle dernier en tout cas, qui montraient que le muramyl dipeptide injecté, infusé à des lapins, donnait des ondes lentes, c'est-à-dire induisait le sommeil très rapidement, avant même qu'une réaction inflammatoire éventuellement ne soit visible. Donc l'idée que quand même, il se passait peut-être autre chose que simplement de l'inflammation. Et donc, en deux mots, je terminerai sur le travail d'un collègue et ami du Karolinska qui s'appelle Sven Pettersson, qui est lui aussi un type assez original, et qui montre, ou qui est en train de montrer en fait que le microbiote intestinal semblerait avoir un rôle sur le développement cérébral et en fait sur le comportement avec un imprinting, une imprégnation qui se fait dès la grossesse, c'est-à-dire que le fœtus a cet imprinting cérébral et va se manifester à l'âge adulte pour des raisons éventuelles sur lesquelles je vais revenir. Donc, ce qu'a fait Sven, et il m'a autorisé, il m'a d'ailleurs envoyé un papier qui est en cours de révision en m'autorisant à en parler ici, c'est de montrer que, en fait, alors, suivez-moi bien, les nouveau-nés, on parle de souris là, hein, on n'est pas chez l'homme, les nouveau-nés axéniques, c'est-à-dire n'ayant pas de flore intestinale, naissent avec une activité motrice, ça n'avait jamais été regardé, accrue et une augmentation des conduites à risque en comparaison des souris colonisées par un microbiote normal. Donc le statut de naissance axénique, en particulier à partir de mères axéniques, c'est-à-dire la mère est germ-free, elle accouche dans des conditions sans micro-organismes, d'enfants bien entendu sans micro-organismes. Ces enfants ont un comportement, ces petits ont un comportement anormal, ils circulent beaucoup et ils n'ont pas peur. Ils vont au bord et ils tombent. Et ça ressemble d'ailleurs, enfin j'exagère un peu, mais ça ressemble au comportement ce qu'on appelle le syndrome des enfants hyperactifs, mais je pousse peut-être un petit peu loin. Donc ça c'est un premier élément. Et en fait, ce phénotype de comportement anormal est associé à l'altération de l'expression de gènes qui sont impliqués dans la production de messagers secondaires et en particulier dans la potentialisation synaptique à long terme. Donc, je vais vous montrer très rapidement les expériences qu'ils ont faites. La première, c'est pour montrer, vous regardez simplement ces schémas, en fait, on met ces souris dans des cages, dans des espaces de mobilité, et on trace en temps réel le parcours qu'elles suivent. Et ce que l'ensemble de ces expériences montre, pour simplifier un petit peu les choses, c'est que les souris, donc germ-free, c'est-à-dire sans micro-organismes, sans flore, nées de mères, sans micro-organismes, sans flore, ont une activité, en particulier à la périphérie de ces cages, c'est-à-dire d'exploration beaucoup plus intense. Vous voyez que si vous comparez à ça, les deux, lorsqu'on compte les événements de ce qu'on appelle le cabrage, c'est-à-dire la souris qui se met sur ses pattes de derrière et qui se relève, il y en a beaucoup plus, ou en tout cas significativement plus chez les souris qui n'ont pas de flore intestinale. Et lorsqu'ils regardent les phénomènes d'anxiété, en particulier le temps passé dans le noir ou à la lumière, ou lorsqu'ils regardent dans des labyrinthes le niveau de risque que prennent les souris, ils s'aperçoivent que ces souris hyperactives ont un niveau d'anxiété plus faible, elles vont plus volontiers s'exposer à la lumière et ont en fait des conduites à risque. Elles vont jusqu'au bout de ces labyrinthes, là où une planche est devant le vide, et elles vont éventuellement tomber. Donc, bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Sven Pettersson, et il n'y a pas de raison de ne pas croire ces résultats qui ciblent une zone du cerveau qui est importante dans cette régulation du niveau de motricité, qui est le corps strié, le striatum. Alors, ce qu'ils ont fait ensuite, étant donné qu'ils ont les hormones qui modulent, ou les médiateurs qui modulent ces niveaux d'activité et ces niveaux d'anxiété sont souvent des molécules qui sont liées
à l'adrénaline, à la noradrénaline, à la dopamine et au 5-HT. Et ils ont dosé, 5-hydroxytryptamine, excusez-moi, ils ont dosé ces médiateurs sur des coupes de cerveau et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y avait des niveaux plus élevés chez les animaux qui étaient dépourvus de flore intestinale. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que s'ils repeuplaient les souris à la naissance par une flore conventionnelle, ça ne changeait pas du tout leur comportement. Par contre, s'ils repeuplent la mère avant la fécondation par une flore conventionnelle, l'exposition du fœtus à cette mère qui a une flore conventionnelle permet de rétablir la situation, de diminuer cette hyperactivité motrice et de ramener le niveau de monter le niveau d'anxiété au niveau normaux habituel. Et ça s'accompagne, je ne rentre pas dans les détails, ils ont regardé par ce qu'on appelle microarray, c'est-à-dire l'expression, le profil d'expression de gènes importants dans la maturation du système nerveux, avec des différences d'expression importantes, à la fois au niveau de l'hippocampe, qui est important dans tout ce qui concerne la mémoire, l'humeur, l'anxiété, le cortex et bien entendu le striatum pour toute cette intégration des systèmes et du niveau d'activité motrice. Ils ont regardé aussi le niveau d'expression en présence ou non d'une flore d'éléments importants de la formation des synapses, en particulier de la synaptophysine et d'une molécule qui s'appelle PSD95, qui est en fait une molécule d'échafaudage qui assure l'intégration du cytosquelette, qui permet la mise en place des récepteurs au glutamate, par exemple, ou à la dopamine. Et ils se sont aperçus que dans le striatum, par exemple, le niveau d'expression était beaucoup plus élevé chez les animaux sans flore microbienne que chez les animaux présentant une flore microbienne. Donc la première évidence que on ne peut pas pour l'instant dire exactement quels en sont les mécanismes moléculaires et la régulation, soit des produits métaboliques de la flore intestinale qui diffusent. On sait que certaines bactéries, par exemple, produisent du tryptophane ou altèrent le métabolisme du tryptophane, ce qui va impacter sur, par exemple, la biosynthèse de la sérotonine, soit par la présence de produits microbiens qui véritablement traversent la barrière, comme par exemple les muropeptides, le muramyldipeptide, qui je vous l'ai montré initialement est aussi un élément qui impacte sur le rythme du sommeil. On est là peu à peu dans une situation où on est en train de réaliser que peut-être cette flore intestinale qui nous peuple, au-delà de ce qu'on a pu dire sur son rôle physiologique, métabolique, éventuellement pathologique, elle a créé avec la coévolution une espèce au centre, à l'interface, un phénomène un peu d'osmose qui fait que certains produits bactériens peuvent avoir été accaparés par notre organisme, pas bien entendu pour assurer les mécanismes fondamentaux du métabolisme ou du développement, mais pour assurer ce qu'on appelle en anglais du fine-tuning, c'est-à-dire des événements de maturation finaux. Et on est peu à peu en train de rentrer dans un peu un nouveau concept, en tout cas pour ce qui concerne ces aspects-là de neuromicrobiologie et de compréhension éventuelle de est-ce que, par exemple, à la naissance, la différence de flore qui peut coloniser et peupler un enfant en fonction du fait qu'il soit nourri au sein, nourri au biberon, accouché par les voies naturelles, accouché par césarienne, tout ça l'expose dans les premières heures de la vie à des flores totalement différentes. Et peu à peu, en particulier via des modèles expérimentaux, on va peut-être pouvoir commencer à donner du sens à un certain nombre de choses et peut-être expliquer des phénomènes, en particulier comportementaux, qui pour l'instant n'étaient pas du tout expliqués et dont on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils puissent avoir un rapport quelconque avec les microbes. Donc voilà, c'était ma séquence promotion du rôle des microbes dans les sciences naturelles. Je vous donne ça pour réflexion, vous aurez les références, vous pouvez pour ceux ou celles que ça intéresse lire les articles. Je vais m'arrêter là, je parlerai en introduction en fait la première fois des aspects pathogènes de la translocation, c'est pas très gênant je pense, c'est peut-être aussi bien de vous laisser sur ces aspects un peu de rêve de ce que sera la microbiologie dans ce nouveau siècle et je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez.
Et ensuite, je présenterai Marc Lecuy. Merci.